Bonjour et bienvenue dans cette section 2 de la partie 5 sur la perception est une projection. La programmation neurolinguistique, ou PNL, et la psychologie s'accordent sur un point crucial. Notre perception du monde est une projection de notre réalité intérieure. Loin d'être un reflet objectif, notre réalité est une construction mentale élaborée à partir de nos filtres personnels, qui sont à la fois les 5 sens, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, l'odorat, le goût et le toucher, mais également notre éducation, nos valeurs, notre système de croyances, la famille dans laquelle nous avons été élevés, l'environnement dans lequel nous avons été élevés, notre enfance et notre expérience de la vie. Imaginez un projecteur de cinéma. Il projette sur l'écran une image provenant d'une source lumineuse. De la même manière, notre cerveau projette sur le monde extérieur une interprétation façonnée par nos expériences et nos croyances. Ainsi, deux personnes observant la même scène peuvent avoir des perceptions radicalement différentes. Un verre à moitié vide pour l'un peut être perçu comme à moitié plein par l'autre. Cette divergence s'explique par l'influence de nos filtres internes, tels que nos valeurs, notre éducation, nos croyances et surtout nos états émotionnels du moment. Notre perception est donc une interprétation subjective et non une reproduction fidèle de la réalité. C'est une construction mentale unique façonnée par l'ensemble de notre être. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un décalage entre la carte du monde, c'est-à-dire la carte que nous créons de cette réalité dans notre cerveau, et la réalité géographique physique sur le terrain. Les neurosciences confirment cette idée de réalité subjective. Notre cerveau, loin d'être un simple récepteur massif d'informations, est un véritable architecte qui construit une représentation du monde, c'est-à-dire notre carte du monde, à partir des données sensorielles qu'il reçoit de l'extérieur, c'est-à-dire de cette réalité physique géographique. Par exemple, l'œil humain ne perçoit qu'une petite partie du spectre électromagnétique. Notre cerveau comble les lacunes et crée une image continue, unifiée et colorée à partir d'informations incomplètes. Il en va de même pour nos autres sens, le son, le goût, l'odorat et le toucher. Des expériences scientifiques ont montré que notre cerveau peut même créer des illusions visuelles, auditives ou tactiles, démontrant ainsi sa capacité à générer une réalité qui ne correspond pas nécessairement à la réalité physique. Notre cerveau est donc un formidable créateur d'illusions. Nous plongeons dans une simulation du monde extérieur, une représentation mentale modelée par notre propre fonctionnement et ses propres limites. Notre perception est influencée à la fois par notre conscient et notre inconscient. Le conscient, comme la partie visible de l'iceberg, représente nos pensées, nos émotions et nos actions, dont nous sommes conscients. L'inconscient, quant à lui, est la partie immergée de l'iceberg, vaste et mystérieuse, qui contient nos souvenirs, nos peurs, nos désirs profonds et nos schémas de pensées automatiques. L'inconscient joue un rôle majeur dans notre perception du monde. Rappelez-vous ce décalage entre la construction de notre carte du monde, qui est limitée par nos sens, et la réalité du terrain, la réalité géographique du terrain. Nos croyances limitatives acquises dès l'enfance influencent également notre perception. Si nous avons grandi en entendant « tu n'es pas bon en maths », il est probable que nous abordions cette matière avec appréhension et que nous rencontrions des difficultés en mathématiques tout au long de notre vie si nous gardons cette façon de penser.
Ainsi, notre perception est le résultat d'une interaction constante entre le conscient et l'inconscient. Et nous verrons d'ailleurs en partie numéro 6, au travers du chapitre du système d'activation réticulaire ou le SAR, comment le langage interne ou la façon de se parler à soi-même ou la façon dont le monde extérieur nous parle, c'est-à-dire les autres ou même la publicité, la politique, la religion, les études, peuvent influencer nos comportements. Comprendre cette dynamique est essentiel pour décrypter nos réactions et nos comportements. La projection limitée, les frontières de notre programmation interne. Si notre perception est une projection, il est important de comprendre que nous ne pouvons projeter que ce que notre cerveau a déjà intégré. Comme nous avons vu en section 1 de cette partie 5, nous ne pouvons pas projeter à l'extérieur ce qui n'est pas déjà en nous. Nous allons donc projeter nos expériences, notre vécu, notre éducation, notre culture, nos lectures, nos valeurs, nos croyances, mais également l'influence des personnes que nous avons rencontrées tout au long de notre vie. Tout cela constitue notre base de données interne. C'est à partir de cette matière première que notre cerveau construit sa représentation du monde. Imaginez un ordinateur qui ne peut exécuter que les commandes pour lesquelles il a été programmé. De la même manière, notre cerveau ne peut interpréter le monde qu'à travers le prisme de ses propres références. Cela signifie que nous pouvons être aveugles à certaines réalités. Nous pouvons être incapables de les percevoir parce qu'elles ne correspondent pas à nos schémas de pensée habituels. C'est là que réside le danger de l'interprétation limitée qui nous enferme dans une vision étroite et biaisée du monde. Vous comprenez alors mieux cette phrase: notre perception est une projection, et que le fait de limiter notre perception du monde va également limiter notre projection du monde. Comment notre cerveau crée donc notre réalité? Puisque maintenant, vous savez que la perception est une projection et qu'il y a effectivement un décalage entre la carte du monde que nous allons créer dans notre cerveau et qui va influencer nos états internes, nos émotions internes, et donc, par voie de conséquence, nos comportements, et la réalité physique et géographique du terrain, qui est la réalité. Notre cerveau est un organe incroyable. Il procède constamment au traitement de l'information filtrée au travers de nos 5 sens. Le cerveau va donc prendre en compte toutes ces informations sensorielles pour créer notre perception du monde. Cependant, cette perception n'est pas une réflexion parfaite de la réalité, et maintenant vous l'avez bien compris, et au lieu de cela, la meilleure façon que le cerveau a de pouvoir restituer une part de cette réalité est de tout simplement se baser sur l'information filtrée disponible, mais également sur les expériences précédentes qu'il a déjà vécues. Voyez les choses de cette façon. Votre cerveau reçoit des pièces d'un puzzle. Parfois, les pièces s'adaptent parfaitement et nous obtenons une image claire de la situation, d'un événement, et d'autres fois, les pièces sont incomplètes où le cerveau remplit les espaces avec des présuppositions, des assumptions, des peut-être, des choses tout simplement
qu'il essaye d'adapter parce qu'il n'a pas la bonne pièce du puzzle. Ce processus d'interprétation est essentiel pour nous faire comprendre le monde qui nous entoure. Imaginez avoir à analyser chaque détail de chaque scène à partir de rien. Ce serait un travail énorme. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et comme le cerveau ne sait pas faire ce travail énorme d'analyse de millions de données en même temps, alors il va effectuer un tri. Il va donc perdre plusieurs millions de données. Comme nous l'avons vu en section 1 de cette partie 5, nous allons donc passer de 22 millions d'informations par seconde à 134 informations par seconde. Alors, notre cerveau simplifie les choses en créant un modèle de réalité basé sur nos expériences précédentes, mais également sur nos attentes. L'idée que notre réalité perçue peut être une illusion, peut être insatisfaisante. Nous tendons à croire que ce que nous voyons, entendons et ressentons est tout simplement la réalité. Cependant, de nombreux exemples montrent comment notre cerveau peut tout simplement être truqué. Les illusions optiques sont un exemple classique. Ces illusions exploitent les raccourcis du cerveau, révélant la différence entre la perception et la réalité. Ce que nous percevons n'est pas toujours une représentation précise du monde extérieur, et cela vous le savez maintenant. Au lieu de cela, c'est une réalité construite, formée par les liens et les expériences uniques de notre cerveau. Reconnaître que notre réalité est une construction mentale peut être un exercice difficile pour certains. Et cela se concrétise parfaitement lorsque nous sommes dans un conflit de communication, c'est-à-dire tout simplement lorsqu'on essaye de faire comprendre à l'autre personne que notre réalité est la réalité. Or, chacune des deux parties a sa propre définition et construction de sa réalité, formée par ses liens et ses expériences uniques de son cerveau, et elle va donc projeter vers l'autre sa réalité. Nos cerveaux sont liés par un principe d'efficacité, pas nécessairement par un principe d'acuité. Nous tendons à favoriser les interprétations qui confirment nos croyances existantes et nous tendons donc à filtrer l'information qui les contredisent. C'est-à-dire tout simplement, tout ce qui n'appartient pas et tout ce qui ne va pas s'adapter à mes croyances, à mes valeurs, à mes expériences et à mes attentes seront tout simplement contredites, filtrées, repoussées, rejetées et à la fin effacées. Ce phénomène est bien connu en psychologie et on parle ici de biais de confirmation. Le biais de confirmation peut souvent conduire à de mauvaises prises de décision. Par exemple, si nous sommes convaincus qu'une personne proche de nous ne peut pas nous faire du mal, nous aurons tendance à lui faire confiance aveuglément et à ignorer tout signe indiquant que cette personne pourrait ne pas être de confiance et pourrait même nous faire du mal. Vous pouvez même interpréter l'information neutre d'une manière qui s'aligne avec votre point de vue préexistant, c'est-à-dire tout simplement toute chose qui viendrait contredire la croyance selon laquelle cette personne ne vous veut que du bien serait alors directement éliminée. Ce biais inhérent le rend difficile d'évaluer objectivement nos perceptions et nous reconnaissons la possibilité et l'existence de l'illusion et donc de l'erreur.
Nous nous rapprochons souvent de nos réalités construites, même si elles sont présentées comme des évidences contradictoires. Nous parlons notamment de distorsion ou de déformation dans la perception, de généralisation et de suppression de l'information. Et notre cerveau utilise plusieurs mécanismes pour tout simplement filtrer et simplifier le monde autour de nous pour ne pas imploser. La généralisation implique l'application d'une seule expérience à une catégorie plus large. Par exemple, si vous avez une rencontre négative avec un chien, vous pourrez généraliser que tous les chiens sont dangereux. Si vous avez une rencontre négative avec un homme ou une femme, vous pourrez alors généraliser que tous les hommes sont les mêmes et que toutes les femmes sont les mêmes. Il en va de même sur le phénomène de suppression et d'effacement de l'information, qui est un processus de filtrage de l'information qui elle-même est considérée comme inutile et pas nécessaire pour le cerveau, en tout cas à décoder pour cette construction du monde, de la réalité que nous nous faisons dans notre tête. Nous ne pouvons pas faire attention à tout à la fois. Donc, notre cerveau se concentre sélectivement sur ce qui semble important pour nous, toujours au regard de notre expérience, de notre vécu, de nos valeurs, de nos croyances. Cependant, cela peut nous amener à perdre des détails cruciaux. Ainsi, par exemple, lorsque une personne vous dit « Joël, est-ce que tu peux aller au magasin et aller me chercher » et vous donne une liste de 15 articles à retenir par cœur. Et vous arrivez au magasin et vous avez oublié les 3/4 des articles. Vous êtes là en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'elle m'a demandé déjà, maman ?» Tout simplement parce que votre cerveau a sélectionné et filtré certains articles considérés importants pour vous et effacé, supprimé d'autres articles que votre cerveau a considérés comme pas très importants. Et enfin, vous avez le phénomène de distorsion ou de déformation de l'information qui implique ici le changement de notre perception de la réalité afin d'adapter nos croyances et nos attentes. Tout simplement, c'est de modifier l'information. Nous avons ce cas de figure, par exemple, lorsqu'on vous raconte une histoire et lorsque vous êtes amené vous-même à devoir raconter cette même histoire, vous allez changer certains éléments de l'histoire. Non pas parce que vous avez envie de modifier l'histoire, mais tout simplement parce que votre cerveau va faire une sélection d'informations, va tout simplement avoir une perception différente de l'information, il va s'adapter à vos croyances et raconter l'histoire différemment. Par exemple, votre voisine reçoit un facteur qui vient toquer à la porte, elle ouvre la porte et le facteur rentre dans sa maison. Parce que votre cerveau manque d'informations cruciales, il va donc modifier l'information et il peut tout à fait croire et légitimement croire que le facteur serait un amant et qu'il est venu voir la voisine non pas pour délivrer un message ou un courrier. C'est un exemple un peu poussé, mais c'est un exemple qui permet, suivant les croyances du cerveau, de façonner, de construire sa réalité. Un autre exemple, nous pouvons par exemple exagérer les qualités positives
d'une personne que nous admirons ou lancer les aspects négatifs d'une situation afin de réduire l'anxiété. Briser la différence améliore la communication, malgré les différences de perception. Et nous pouvons améliorer notre communication en nous assurant de nos propres biais et limitations. Il est donc nécessaire de prendre conscience de ces biais, de ces limitations, et également donc de ces processus de généralisation, de suppression et d'effacement de l'information, et de distorsion et de changement de perception de l'information. Une des méthodes très intéressantes pour éviter tous ces biais et ces limitations est l'écoute active. Elle est cruciale. Cela implique de prendre avec attention tout ce que disent les autres, ou en tout cas l'autre, de demander, de poser des questions claires et d'essayer d'entendre leur perspective. Poser des questions permet également d'aider l'autre personne à pouvoir formuler avec clarté leurs pensées, leurs émotions, leurs états d'âme et d'activer chez eux leur langage interne. Il est aussi important d'être conscient de notre propre état émotionnel. Quand nous sommes stressés ou émotionnellement inconfortables, nous sommes plus probables de mal interpréter l'information et de tomber à des conclusions hâtives. Ainsi, lorsque nous-mêmes nous sommes dans un état émotionnel inconfortable, nous devons prendre le temps, par exemple, de mettre un stop, de dire je prends le temps de respirer, par exemple, de faire un exercice de respiration carré, je prends le temps de calmer mes états internes, mes idées intrusives, mes pensées intrusives, pour revenir à l'ici et maintenant et être disposé à m'ouvrir à moi-même et ainsi à m'ouvrir à l'autre. C'est tout simplement prendre un pas en arrière pour se calmer et éviter des incompréhensions et éviter des ruptures de communication. Comme vous pouvez le voir, il est très important de comprendre cette théorie qui s'applique parfaitement à nos vies, à notre vie de tous les jours, à notre vie au quotidien. La perception est une projection. C'est tout simplement la façon dont vous percevez le monde sera filtrée au travers de filtres importants comme les 5 sens, l'éducation, votre culture, votre langue, votre parcours de vie. Et tout ceci va produire un film que vous allez projeter à l'extérieur, sur un écran extérieur, vers les autres. Parlons maintenant de comportements humains. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Le comportement humain. Voilà un sujet très important puisque nous sommes tous les jours dans nos comportements. Et la question est de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, même si parfois nous savons que ce que nous faisons n'est pas bien et que même parfois nous ne savons pas que ce que nous faisons n'est pas bien. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour la première fois et ressenti instantanément une connexion? Ou peut-être avez-vous immédiatement ressenti de la méfiance, l'intuition que quelque chose n'allait pas. Nous portons ces jugements à l'emporte-pièce tous les jours, souvent, sans même nous rendre compte. Mais pourquoi? Pourquoi faisons-nous implicitement confiance à certaines personnes alors que d'autres nous mettent la puce à l'oreille? Que des éléments
apparaissent devant nous, parfois intuitivement et parfois par déduction, que les choses sont bien ou elles ne sont pas bien. Imaginez que vous marchez dans une rue sombre la nuit. Vous remarquez soudainement que quelqu'un s'approche de vous. Vous serrez votre sac à main un peu plus fort. Vous vérifiez dans vos poches que tout est en sécurité. Et peut-être même vous passez de l'autre côté de la rue pour éviter cette personne. Nos réactions dans ces situations sont souvent motivées par la peur, par des expériences passées, ou même par des histoires que nous avons entendues. Imaginez maintenant un scénario différent. Vous êtes à une fête et vous engagez la conversation avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissiez pas du tout. Cette personne est chaleureuse, engageante et vous fait rire. Vous vous ouvrez alors à elle et lui racontez des histoires personnelles. Vous parlez de votre vie. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi êtes-vous plus enclin à faire confiance à cette personne? La réponse tient souvent à nos expériences passées et à la manière dont elles ont façonné notre perception du monde. Nous portons notre passé en nous, qu'il soit bon ou mauvais. Ces souvenirs, ces expériences deviennent des filtres à travers lesquels nous voyons le présent. Rappelez-vous, nous avons plusieurs filtres. Nous avons les 5 sens comme filtre, nous avons nos croyances, nous avons notre éducation, nous avons le milieu dans lequel nous avons vécu et nous vivons, nous avons également notre langue, notre culture, et nous avons notre enfance et notre passé. Ils influencent les personnes en qui nous avons confiance, la manière dont nous réagissons et, en fin de compte, notre comportement. Comprendre cela est la première étape pour démêler les complexités du comportement humain et rappelez-vous, la perception est une projection, c'est-à-dire la façon dont vous percevez les choses au travers de vos filtres va tout simplement interagir sur la façon dont vous allez projeter votre monde intérieur à l'extérieur. Il s'agit avant tout d'un mécanisme de survie, d'un moyen de nous mettre à l'abri du danger. Si nous sommes confrontés à une situation dangereuse, notre cerveau en prend note, créant ainsi un souvenir qui nous aide à éviter des situations similaires à l'avenir. Mais ce mécanisme de survie peut aussi conduire à des préjugés, à des présuppositions. Supposons que vous ayez été mordu par un chien dans votre enfance, vous connaissez déjà cette histoire. Cette expérience, bien qu'appartenant au passé, peut créer des peurs ou une peur durable des chiens des années plus tard. Et la simple vue d'un chien peut déclencher de l'anxiété, même si le chien est amical et ne représente pas de menace, en tout cas pas de menace réelle. En effet, notre cerveau est constamment à l'affût des menaces et du danger et s'appuie sur nos expériences passées pour guider nos réactions. Donc, est-ce à dire que le cerveau a des premières réactions négatives? Rappelez-vous, la première fonction de notre inconscient est de nous préserver du danger et donc de préserver notre corps pour la survie. Nos souvenirs sont très puissants. Ils façonnent notre perception, influencent nos décisions et dictent même nos réactions émotionnelles. Cela peut être à la fois une bénédiction, mais également une malédiction. D'une part, elle nous permet d'apprendre de nos erreurs et d'éviter de les répéter, et d'autre part, elle peut nous enfermer dans des cycles de peur et de méfiance, des cycles répétitifs. Et parfois, on peut entendre les gens nous dire, c'est bizarre, j'ai tout le temps la même réaction dans ma vie, j'ai l'impression que les choses se répètent tout le temps. Il n'y a pas si longtemps, une de mes clientes me disait, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur le même genre de gars, je tombe toujours sur le même genre d'homme, des cas sociaux.
Il est essentiel de comprendre le rôle de la mémoire pour comprendre pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons. C'est la clé pour percer les secrets de notre subconscient, pour comprendre pourquoi nous réagissons comme nous le faisons dans certaines situations. Sommes-nous nés avec une prédisposition à certains comportements? Tout simplement, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est épigénétique? Ou sommes-nous le produit de notre environnement, façonné par le monde qui nous entoure? Cette vieille question, le débat entre la nature et l'éducation, intrigue les philosophes, les scientifiques depuis des siècles, et aujourd'hui, les neuroscientifiques. La vérité est qu'il s'agit probablement d'une combinaison des deux. Nous héritons de certains traits de nos parents, la couleur des yeux, la taille, voire des prédispositions à certaines maladies. Il est donc logique que nous agissions de certaines façons. L'humain est très compliqué, et quand on étudie les comportements humains, on s'aperçoit qu'il y a incontestablement des causes multifactorielles de nos comportements. Il y a donc plusieurs raisons. Cette histoire est assez bizarre. En 1996, une bijouterie renommée a été l'objet d'un braquage et qui avait fait d'ailleurs grand bruit dans les médias. Et il y a 2 ans, nous sommes en 2024, il y a 2 ans, lors d'un banal contrôle routier, un homme a reconnu être l'auteur de ce vol. Donc, il a été entendu par la police tout de suite. Or, l'étude de son profil ADN a montré qu'il ne pouvait pas être l'auteur de ce vol et qu'il n'était pas dans cette ville en 1996. Alors, pourquoi ce comportement? Pourquoi confesser quelque chose qu'il n'a pas fait? Peut-être veut-il être populaire, ou peut-être veut-il s'attribuer un vol qu'il n'a pas commis pour passer des années en prison et finalement, on va dire, s'affranchir des obligations de la société, payer un loyer, payer des factures, ainsi de suite. Il se peut même qu'il ait des problèmes de désordre de la personnalité. Les raisons sont multiples. Et donc, vous comprenez qu'en partant de la théorie, la perception est une projection, et j'insiste, nous pouvons assumer qu'une personne se comporte de la façon dont elle se comporte par sa façon de construire sa carte du monde, de construire sa réalité. Et cette façon-là lui appartient à elle-même, au travers de tous ses filtres, de son histoire, de son passé, de son présent, ce par quoi elle a vécu. Elle construit donc sa réalité en accord avec sa vie, son passé, son présent, ses peurs, ses rêves, ses attentes, ses défauts, ses problèmes, mais aussi tous les points positifs de sa vie. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, ou lorsque vous vous observez vous-même, il faut tenir compte de tout un tas de paramètres sans jugement. Car certaines personnes doivent se battre dans la vie et se battre contre elles-mêmes, contre leurs propres démons. Alors, comment prévoir un comportement? Comment dire qu'une personne est normale? Tant de questions. Vous savez maintenant que nos comportements ont des origines génétiques qui nous influencent, que nos comportements sont aussi influencés par notre environnement et que tout simplement, changer d'environnement vous permet de changer vos comportements. Nos comportements sont également le fait de traits cognitifs de notre culture sociale. Je souhaite donc que vous regardiez la théorie la perception est une projection comme un départ de réflexion pour comprendre pourquoi nous sommes ce que nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous verrons tout au long de cette formation, que ce soit au niveau praticien de la PNL ou maître praticien de la PNL ou encore en tant que coach en PNL, ou si vous souhaitez rentrer dans la formation sur le formateur en PNL, nous verrons donc toutes les techniques et tous les outils, mais également tous les outils de l'hypnose et tous les outils de la thérapie de la ligne du temps
pour pouvoir décrypter nos comportements et reprogrammer notre cerveau. Vous pouvez voir à l'écran Monsieur Tad James, qui est donc le créateur de la thérapie de la ligne du temps et qui a également été mon professeur, qui a été également mon formateur en programmation neurolinguistique, mais également en coaching, en hypnose moderne et en thérapie de la ligne du temps, et notamment mon mentor. Alors, il a écrit un livre qui est très, très intéressant, qui est donc les bases de la personnalité. Ce livre est très dense, il est très complet et permet donc de faire on va dire la synthèse de ce que je vous ai dit sur la perception et la projection, en tenant compte évidemment que dans les processus inconscients qui nous animent, aussi bien au niveau de nos comportements que de notre langage, et qui fait que nous faisons les choses que nous faisons tous les jours de cette façon-là. Pourquoi est-ce que nous agissons de cette façon-là? Et qu'en travaillant sur soi-même, qui est la clé du succès pour réussir dans la vie, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, au niveau de relations personnelles et interpersonnelles, au niveau professionnel, il est très important d'apprendre à comprendre comment est-ce que votre personnalité fonctionne, comment est-ce que les mécanismes internes fonctionnent et comment est-ce que vous pouvez modifier votre réalité pour modifier également donc votre perception des choses, modifier votre projection des choses et également modifier votre comportement et vos comportements dans la vie de tous les jours. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette partie 5 et je vous donne rendez-vous dans une partie 6 pour travailler sur le dossier du système d'activation réticulaire.